Bonjour à tous. Je suis Annie Caillat-Tissier, donc je suis avocate au barreau de Saint-Denis. Je suis docteur en droit. Le sujet de ma thèse, alors j'en parle pas souvent, mais là, ça a un vrai intérêt. J'ai fait ma thèse sur droit et devoir du franchisé, donc sur les réseaux de franchise. J'ai aussi une spécialité en droit commercial des affaires et de la concurrence et j'interviens pour des réseaux de magasins franchisés, commissionnaires affiliés, même des succursalistes à La Réunion. Et également, j'ai eu tout un passé en métropole, puisque ça fait 2 ans que je suis arrivée à La Réunion, même si je travaillais pour La Réunion et pour des réseaux depuis 2007. Mais avant, je travaillais donc à Paris, j'étais avocate à Paris. Et également, là-bas, je me suis occupée de réseaux de distribution. Voilà. D'accord, merci. Donc, si les autres participants veulent se présenter également. Alors, je vais commencer par, là, vu que j'y suis. Moi, c'est Fabrizio Franco, gérant de l'épicerie Mamma Mia sur Saint-Clotilde. Donc, le magasin est ouvert depuis maintenant 5 ans, exactement. Et voilà. Voilà. Donc, on fait de la spécialité italienne à l'épicerie. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je ne sais pas. Non, moi ça va. Ça fait bizarre de se parler derrière un écran comme ça. Oui, mais malheureusement avec le Covid, oui, c'est malheureux avec la Covid-19, mais je pense que bientôt ça va être derrière nous et je reprendrai mes séminaires et mes ateliers juridiques en présentiel comme je le faisais avant dans les locaux du MEDEF. D'accord. Et pour suivre la série, bonjour, moi je vais mettre ma caméra un petit peu. Je suis Michel Grenier, donc je suis consultant du cabinet MG+, RPC Conseil. Je fais essentiellement de l'expertise en retraite, c'est-à-dire qu'il s'agit pour moi d'optimiser les projets de retraite de mes clients, c'est-à-dire essentiellement des professions libérales, et notamment dans le milieu médical. Et puis, je travaille de plus en plus avec les entreprises dans le cadre de ce qu'on appelle la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, pour, là encore, optimiser les départs, puisque vous savez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, une entreprise ne peut pas mettre à la retraite un personnel avant 70 ans. Voilà, donc c'est quand même des choses malheureusement, le grand public ne connaît pas. On nous rebat les oreilles avec un certain nombre d'informations qui sont souvent incomplètes, voire fausses, et notamment les relevés de carrière qui, pour différentes raisons, sont fausses. Bon, je suis mandataire du MEDEF et à ce titre, je suis président du Conseil de prud'homme de Saint-Pierre. Et là, je suis directement intéressé par la conférence parce que j'ai un projet dans le cadre d'une association avec des partenaires pour un restaurant thaï sur Saint-Pierre. Voilà, j'en dis pas plus. Très bien. On va pas livrer les secrets à la concurrence. Merci. Merci. Alors, je vais prendre la main. Bonjour, Annie. Bonjour. Thomas Joblin, je suis le responsable régional d'AG2R La Mondiale. Et du coup, ce thème est assez important pour moi. Il sort un peu du contexte de mon métier, mais c'est pour ma culture générale. Et voilà, donc je trouvais que le thème était très important, très intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que je suis présent aujourd'hui. Tout le monde connaît a priori les activités du groupe AG2R La Mondiale. Donc je ne vais pas vous faire le topo, ce n'est pas l'objet. Mais voilà, je suis assez curieux de voir cette conférence animée avec une conférencière de très haut niveau. Ah, merci. Merci. Voilà. Ouais, bonjour. Bonjour. Oui, Garnier Pierre. J'ai un bureau de change à Gillot.
Et je compte ouvrir à Saint-Pierre et au port. Et justement, le bureau de change, on en a besoin à Saint-Pierre par rapport à l'aéroport. Et là, je voudrais avoir un peu des informations parce que bon, c'est dans un projet dans allez, 2 ans, mais je voudrais déjà prendre de l'avance pour voir comment ça peut se faire un bureau de change à Saint-Pierre. D'accord. Jamais. C'est tout. Merci. Alors, je ne sais pas si tout le monde s'est présenté. Je sais qu'on attend d'autres participants, mais à mon avis, je pense qu'on peut commencer. Il est, je sais Bonjour pas à tous. Oui, en fait, maître, je pense on peut commencer dans la mesure où, si jamais ils arrivent, je les admettrai au fur et à mesure, et puis ils se présenteront sur le chat. Voilà. Et puis, de toute façon, la vidéo est enregistrée. Si vous êtes d'accord, de manière à ce qu'on puisse ensuite la diffuser sur YouTube. Voilà. Bon, ben, très bien. Donc, je vais commencer mon propos. C'est un atelier juridique qui a pour thème comment développer un réseau de magasins à La Réunion. Alors, soit vous souhaitez ouvrir un ou plusieurs magasins sous une enseigne nationale, soit vous souhaitez créer votre propre réseau de magasins avec une enseigne particulière qui va être le label de vos magasins pour permettre de les distinguer par rapport aux autres détaillants qui auraient la même activité que vous. Donc, on est dans une perspective où j'ouvre un magasin avec l'envie d'en créer d'autres, où j'ai déjà un ou deux magasins, et ce que j'ai envie maintenant, c'est de développer avec la particularité de l'île de La Réunion, puisqu'il y a même des particularités en droit, puisque nous sommes sur une île, j'ai envie de développer mon réseau. Et donc, vous avez plusieurs possibilités, et à chaque fois, je vais vous les détailler, je vais vous dire comment ça se passe de façon résumée, et en vous détaillant avantages et inconvénients de chaque mode de distribution, que ce soit des produits ou des services, sachant que vous pouvez également cumuler les différentes formes de réseau. Donc, la première partie de mon exposé, de ce séminaire, on va parler des succursales. C'est-à-dire, et je vais vous présenter ce qu'est le succursalisme, c'est vous avez un projet et puis vous avez envie d'être maître dans vos différents magasins. Donc ça va être la première partie, c'est que votre société qui va développer un réseau de magasins. Ensuite, je vais faire une deuxième partie où vous avez envie, vous avez un concept, vous avez vos propres magasins ou pas, et vous avez envie de développer un réseau de magasins à moindre frais. Et là, on va se tourner, vous avez la possibilité de vous tourner sur les revendeurs, c'est-à-dire ce sont des commerçants indépendants ou des sociétés qui vont acheter vos produits et qui vont ensuite les revendre. Donc ça sera la deuxième partie de mon exposé et il y a différentes possibilités. Il y a les revendeurs agréés, les licenciés, les franchisés et je vais à chaque fois vous détailler encore avantages et inconvénients de chacun de ces modes de distribution. Et enfin, vous avez une autre technique qui n'est pas très connue à La Réunion mais qui a beaucoup d'intérêt, c'est la commission affiliation. C'est-à-dire que vous allez avoir un commerçant indépendant qui va contracter avec vous un contrat, vous allez lui demander d'ouvrir un magasin, mais vous allez quand même garder la main parce que ce commerçant va faire du dépôt-vente, c'est-à-dire qu'il va conserver vos produits, il va les vendre en son nom et pour votre compte. Et là, vous allez pouvoir décider des prix, vous allez conserver votre stock et fixer vraiment de façon très précise les conditions de vente de vos produits. Donc, ça va être les trois axes de mon séminaire. On va commencer d'abord par la succursale, c'est-à-dire que vous avez un projet, vous avez des produits, vous faites des prestations de services et votre société a envie de garder la main sur la distribution ou sur la réalisation, la distribution des produits ou la prestation ou la réalisation de ces prestations. Alors, d'abord, une succursale, qu'est-ce que c'est? C'est un établissement de vente qui n'a pas de personnalité juridique propre. C'est-à-dire que c'est votre société qui a un magasin qu'elle exploite en direct. Donc, la succursale n'a pas de patrimoine propre également. Donc, elle va faire l'objet d'une immatriculation secondaire au RCS.
Ça, c'est lorsque le point de vente n'est pas dans le même lieu que le siège, que l'établissement principal de votre société, ou d'une simple inscription complémentaire lorsque le point de vente se trouve dans le même ressort que votre établissement principal. Alors, pourquoi recourir à ce mode de distribution? Donc, en fin de compte, quels sont ses avantages? Alors, la première des choses, c'est que si votre succursale a des difficultés, eh bien, votre société peut l'aider directement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun frein à ce que votre société prenne un emprunt pour financer, en tous les cas, pour aider cette succursale, puisque c'est vous et vous. Le deuxième avantage du succursalisme, c'est que vous allez pouvoir tester votre projet. Il n'y a aucun risque puisque vous n'allez pas demander à un revendeur indépendant d'ouvrir un magasin, de faire des investissements sur un concept que vous n'avez pas encore testé. Donc, c'est la meilleure façon pour tester ce que vous souhaitez faire et voir si ça fonctionne. Et puis, vous allez avoir une liberté de gestion totale par rapport à un réseau de distributeurs indépendants. Donc ça, c'est le deuxième avantage, c'est que vous faites ce que vous voulez dans votre succursale, dans votre magasin. Troisième avantage, on va voir ça un peu plus loin, lorsqu'on veut mettre en place un réseau de franchise, quand on veut devenir franchiseur parce qu'on a un super concept, eh ben, on a l'obligation de tester ce concept, de tester ce savoir-faire qu'on va vendre ensuite en tant que franchiseur à ses franchisés. Si on ne le fait pas, on prend un grand risque. Et donc, généralement, surtout à l'île de la Réunion, lorsque vous souhaitez créer, ou même ailleurs, lorsque vous souhaitez créer votre réseau de franchise, vous allez d'abord ouvrir une ou deux succursales et vous allez tester votre savoir-faire, vous allez tester votre concept et ensuite vous allez pouvoir en justifier. Donc là, dans ce cadre-là, les succursales sont appelées unités pilotes et généralement, vous allez exploiter ces 1 ou 2 magasins pendant une durée de 12 mois à peu près pour voir si votre concept fonctionne et ensuite pouvoir en justifier par rapport à vos candidats franchisés. Donc, c'est un troisième avantage. Quatrième avantage, et également, on va voir ça après, lorsque vous mettez en place un réseau de distribution sélective avec des revendeurs agréés, vous allez devoir mettre en place des critères de sélection pour ces revendeurs agréés, en disant, écoutez, il faut que vos salariés aient une formation spéciale, il faut que vous ayez un service après-vente, il faut que vos locaux soient comme ci et comme ça. Et donc, ces critères sont des critères drastiques que vos revendeurs agréés vont être obligés de respecter. Sauf que si ensuite vous avez envie de développer votre réseau d'une façon différente, et si vous avez envie de faire que de la licence de marque, recourir à un réseau de franchisés, vos distributeurs agréés vont se dire « mais moi je suis soumis à des critères drastiques », alors qu'il y a un autre réseau de distribution avec d'autres distributeurs indépendants qui ne sont pas soumis aux mêmes conditions. Donc pour éviter ce reproche, on conseille, en tous les cas, moi je préconise à mes clients de dire vous avez un réseau de revendeurs agréés, vous voulez le conserver, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il n'y ait pas de demande de changement de réseau et de changement de contrat? Vous allez ouvrir des succursales. Et les succursales, on ne peut rien revendiquer puisque c'est encore vous et vous. C'est vos magasins. Donc, c'est un moyen également de développer votre réseau lorsque vous avez fait un peu le plein de revendeurs agréés en ouvrant vous-même des succursales. Donc, les conditions de mise en place de ce type de distribution, c'est-à-dire un réseau de succursales, ce n'est pas très compliqué. Il faut nommer un gérant. Donc, le gérant de votre succursale, il va être soit salarié, soit non salarié. Il n'y a pas de formalisme particulier par rapport à ce contrat. Alors, soit il est gérant salarié, c'est un contrat de travail, soit c'est un gérant mandataire non salarié. Et il n'y aura pas de difficulté. Dans ce deuxième cas, il faut vraiment, si on a affaire à un gérant mandataire non salarié, qui va être donc un indépendant, mais qui ne va pas être commerçant, mais qui va être indépendant, de bien lui permettre de fixer ses conditions de travail, donc de ne pas avoir la main sur tout, de le laisser recruter son personnel et le licencier. Et puis surtout, il va être rémunéré non pas par un salaire, mais sur une commission sur le chiffre d'affaires qu'il va réaliser.
Alors, c'est important quand même de précision sur le gérant mandataire non salarié, c'est qu'il bénéficie quand même de deux avantages issus du Code du travail de façon paradoxale. La première des choses, c'est qu'il va avoir généralement une clause de non-concurrence. Et quand il a une clause de non-concurrence, eh bien, il faut qu'elle soit rémunérée comme si c'était un salarié. Sinon, la clause de non-concurrence sera nulle. Deuxième particularité, parce que c'est un statut un peu hybride, c'est lorsque vous souhaitez arrêter avec ce gérant mandataire non salarié, il va falloir essayer de le reclasser. Exactement comme si vous le licenciez un gérant salarié. Donc ça, c'est les deux particularités, mais sinon, il vous suffit de trouver un gérant de votre succursale et de conclure soit un contrat de travail, soit un contrat de vente. Les inconvénients de ce mode de distribution, donc il y en a. Et le principal inconvénient, c'est que c'est extrêmement coûteux. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir des magasins vous-même, que votre société va le faire, eh bien, ça va vous coûter de l'argent puisque vous allez devoir acheter le fonds de commerce, le droit au bail, faire les travaux. Et ça, c'est vraiment le principal écueil de ce mode de distribution, c'est son coût qui est très important. Donc, si vous avez envie d'ouvrir 1, 2, 3 magasins, c'est quelque chose qui peut être possible. Par contre, si vous avez envie d'étendre votre réseau, le plus souvent, c'est déconseillé. Et puis, il y a aussi un autre inconvénient à ce mode de distribution, c'est que lorsque vous avez des succursales et un réseau de franchise ou un réseau de distributeurs agréés, il faut faire extrêmement attention de ne pas favoriser vos succursales. Alors, au niveau des prix, des commandes, des nouveautés, des produits du SAV, parce que vous verrez votre responsabilité engagée. Donc, vous allez pas avoir une liberté quand même totale vis-à-vis de vos succursales. Il va falloir, si vous avez un autre réseau de distribution, bien exécuter de façon loyale vos contrats avec vos franchisés, distributeurs, ne pas faire de concurrence déloyale et surtout ne pas laisser péricliter votre premier réseau pour favoriser vos succursales parce qu'en réalité, vous en avez assez de vos revendeurs, ça ne fonctionne pas comme vous voulez et vous avez envie de vous en débarrasser. Autre difficulté par rapport au succursalisme, autre inconvénient, c'est que si vous avez choisi de prendre un gérant mandataire non salarié, vous avez un risque de requalification de son contrat de travail, puisque comme je l'ai dit, vous avez ce choix, soit gérant salarié, soit gérant mandataire. Si vous optez pour le gérant mandataire, eh ben, il faut le laisser libre dans sa gestion au quotidien du magasin. Sinon, il peut y avoir un risque de requalification en contrat de travail avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc ça, c'est le développement par des succursales, le développement de votre réseau de magasins par des succursales. Ensuite, deuxième possibilité, vous avez la possibilité de faire distribuer vos produits ou de faire exploiter vos magasins par des distributeurs indépendants. Alors, ça va vous permettre de valoriser votre marque et vos services. Et là, ça va limiter vos coûts, puisque ce n'est plus vous qui allez acquérir le fonds de commerce, ce n'est plus vous qui allez acquérir le droit au bail, et les aménagements du magasin, ce n'est pas non plus pour vous. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, on a affaire à des revendeurs indépendants qui vont acheter vos produits ou qui vont développer votre concept avec des produits achetés. Et donc, ils vont acheter et ils vont revendre. Et là-dessus, on a plusieurs possibilités. On a la distribution sélective, ce sont des revendeurs agréés, je vais vous détailler. On a le réseau de franchisés et ensuite, on a le réseau de concession d'enseigne, de licence d'enseigne avec une exclusivité d'approvisionnement. Donc, je vais commencer par la distribution sélective. Alors, la distribution sélective, il y en a des revendeurs agréés à La Réunion. Alors, généralement, il y a Apple, il y a dans l'horlogerie de luxe, dans les articles de sport également. Et c'est un mode de distribution qui est très avantageux, en tous les cas, qui est très bien parce qu'il va permettre aux fabricants ou aux master distributeurs ou aux fournisseurs de pouvoir sélectionner valablement ces revendeurs parce qu'il va mettre en place des critères de sélection.
Alors, il faut que vous sachiez qu'à La Réunion, on a une grosse difficulté par rapport à la sélection des revendeurs. C'est que depuis 2013, il est interdit de donner une exclusivité d'importation sur l'île. Si vous le faites, vous commettez une infraction. On en est à la 8e condamnation, alors pas qu'à La Réunion, mais parce que ça concerne les îles, donc la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et puis d'autres départements d'outre-mer. Et c'est vrai que généralement, on a envie, quand on a un bon revendeur, eh ben, de lui donner, de lui faire ouvrir plusieurs magasins. Si vos produits, il faut faire bien, j'insiste là-dessus, si la nature de vos produits, les prestations que vous réalisez peut justifier la mise en place de la distribution, d'un réseau de distribution sélective, eh ben, vous allez pouvoir dire à des revendeurs qui viendraient vous voir en disant « Oui, moi j'ai envie de revendre vos produits, vous ne pouvez pas me refuser puisque vous n'avez pas le droit de consentir une exclusivité d'importation. » Si ces revendeurs ne remplissent pas les critères de sélection que vous avez posés et qui sont objectifs, qui répondent à la nature de vos produits, eh ben, vous allez leur dire je n'accorde pas une exclusivité d'importation, je demande simplement à ce que les revendeurs agréés qui vendent mes produits, donc je recite encore l'exemple d'Apple, remplissent un cahier des charges qui est très précis, avec une formation de leurs salariés, avec un SAV sur place, avec un magasin qui est situé dans un endroit bien précis, et ça, c'est tout à fait valable. Donc, vous allez maîtriser les conditions de revente de vos produits. Vous pouvez, alors comme il y a des critères de sélection en amont, donc ça veut dire la formation, ce que je viens de citer, il va y avoir aussi des critères de sélection sur le magasin et sur les modalités de vente de vos produits. Si vous vendez des produits de luxe et que vous choisissez ce type de distribution, vous allez avoir la possibilité d'interdire à vos revendeurs agréés de faire des prix discount, par exemple. C'est-à-dire que l'image de marque de votre produit est telle, c'est que certes, ils peuvent faire des soldes, puisque ça, vous n'avez pas le droit de leur interdire, mais vous allez leur dire, les soldes, oui, mais les prix cassés, barrés avec des remises à 70%, ça ne va pas être possible, ça va nuire à mon image de marque de mes produits, et ça, vous avez parfaitement le droit de le faire. Donc, vous allez également pouvoir, avec ce mode de distribution, fixer des conditions, alors je l'ai déjà dit, mais conformes à ce que vous souhaitez strictement par rapport à cette distribution et au service que vous rendez aux consommateurs. Donc, sans qu'on vous dise que c'est excessif. Et ça, c'est également très important. Et puis, pour le revendeur, c'est aussi important d'être dans ce type de réseau parce qu'il va pouvoir se prévaloir de votre agrément. Et surtout, quand il y a un réseau de distribution sélective, le principe de ce type de réseau, c'est que vous ne pouvez pas interdire à votre revendeur de vendre des produits concurrents. Vous pouvez simplement lui dire, vous avez le droit de vendre des produits concurrents, puisque c'est un réseau de revendeurs agréés, dans votre magasin, mais encore faut-il que ces produits répondent à l'image de marque des produits que vous vendez pour moi. Et donc, vous allez vous entendre avec lui pour sélectionner d'autres produits qu'il va pouvoir vendre, qui vont être concurrents, mais qui ne vont pas dévaloriser les produits qu'il vend pour vous. Alors, les conditions de mise en place de ce mode de distribution, pour que ce mode de distribution soit valable, j'ai commencé déjà à le dire, il faut absolument que les critères de rentrée dans votre réseau soient nécessaires et soient en rapport avec la nature des produits que vous vendez. Il y a eu toute une jurisprudence et beaucoup de procès il y a une quinzaine d'années par rapport à tout ce qui était produits cosmétiques de parapharmacie, puisque les fabricants disaient, nous, on ne veut pas que nos produits se retrouvent dans des magasins, dans des grandes surfaces, parce que ça ne correspond pas à notre façon de voir la distribution de nos produits. Et donc, on avait affaire à des réseaux de distribution sélective de revendeurs agréés. Et les grandes surfaces ont fait des procès et les ont gagnés en disant que quand il s'agissait de produits cosmétiques, eh bien, très bien, il pouvait y avoir des critères de sélection. Il pouvait y avoir des revendeurs agréés, mais eux-mêmes pouvaient être revendeurs agréés parce qu'ils allaient mettre en place une vendeuse qui allait être formée pour expliquer quel produit utiliser, prendre, pour quel type de peau, et que ce n'était pas forcément les parfumeries
qui pouvaient être les seuls à distribuer ce type de produit, ou même des pharmacies. Donc, il faut faire bien attention sur la validité de votre réseau, avec des critères qui soient adaptés. Le deuxième désavantage de ce mode de distribution, c'est qu'à chaque fois que vous allez avoir un revendeur qui va frapper à votre porte en disant « mais moi, je veux être agréé », eh bien, vous allez prendre le risque d'une remise en cause de ces critères, puisque vous allez lui dire non. Alors d'abord, vous allez vérifier s'il remplit ces critères de sélection, et puis vous allez lui dire non, et puis peut-être il va contester. Donc il y a quand même une insécurité juridique, surtout qu'il y a, comme je l'ai dit, tout un contentieux qui s'est développé sur la remise en cause de ces critères de sélection lorsqu'on veut mettre en place un réseau de distributeurs agréés. Également, lorsqu'on a ce type de réseau, puisqu'on a des critères de sélection, on ne peut pas rompre son contrat de distribution comme on veut. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez mettre en place ce réseau de distributeurs agréés, vous allez faire signer un contrat, et dans ce contrat, à votre vendeur, vous allez lister les conditions qu'il a remplies, les conditions qu'il doit maintenir pour pouvoir continuer à bénéficier de votre agrément. La contrepartie de tout ça, c'est que la résiliation du contrat ne va pas pouvoir se faire sans cause. Il va falloir vous justifier pourquoi votre revendeur, vous n'en voulez plus dans votre réseau. Et si vous prenez un motif qui n'est pas valable, vous risquez de pouvoir poursuivre pour rupture abusive du contrat avec des dommages et intérêts à la clé. Donc ça, c'est aussi un inconvénient. Il y a également un autre inconvénient, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en matière de succursale, par rapport au succursalisme, vous pouvez fixer vos prix de vente puisque c'est vos propres magasins. En matière de distribution sélective, lorsque vous avez affaire à un revendeur qui achète et revend vos produits, il est impossible, et c'est interdit et c'est lourdement sanctionné, de dire à votre vendeur, vous allez faire des prix de revente que je vous impose. Vous avez la possibilité de faire des prix conseillés, un barème de prix conseillé que vous allez lui donner, mais il faudra que ça s'arrête au simple conseil. On ne peut pas imposer des prix de revente à un revendeur indépendant. Et ça peut être problématique parce que lorsque vous vendez des produits d'un certain standing, avec des qualités particulières, avec une haute technicité, vous avez envie que le prix soit élevé. Donc, vous pouvez interdire les prix de discount, mais par contre, vous ne pouvez pas imposer des prix de revente à vos revendeurs agréés, alors que lorsque vous avez affaire à des succursales, c'est vous qui déterminez votre politique de prix. Voilà, j'en ai terminé pour les revendeurs agréés. Je vais passer au réseau de franchise. Donc, vous n'avez pas la possibilité de faire un réseau de distribution sélective. Vous pouvez vous tourner également vers un réseau de franchisés. Alors, les réseaux de franchisés, il y en a beaucoup sur l'île. C'est quelque chose qui se développe bien puisque c'est des concepts, alors surtout en matière de chaîne de restauration, mais également par rapport à des magasins de franchise, même en matière alimentaire. Donc, c'est vraiment la forme qu'on retrouve le plus sur l'île avec des enseignes nationales pour la plupart. Donc, qu'est-ce que la franchise? Mais vous pouvez également créer des franchises en ayant une enseigne réunionnaise que vous allez développer. Donc, créer un réseau de franchise, c'est d'abord l'obligation pour le franchiseur d'avoir un vrai savoir-faire, un vrai concept, de l'avoir testé, parce qu'un contrat de franchise, c'est un contrat de collaboration entre deux entreprises. La première entreprise, c'est le franchiseur, donc qui a un savoir-faire, qui a une marque et qui va fournir en plus à son franchisé une assistance technique et commerciale pour lui permettre de mettre en place le concept et de mettre en place le savoir-faire pour reproduire la réussite des magasins du franchiseur. Donc ça, c'est le côté franchiseur. Le côté franchisé maintenant, c'est que le franchisé, lui, va recevoir ce savoir-faire, va recevoir cette assistance technique, va pouvoir bénéficier de la marque, mais surtout va avoir l'obligation de reproduire à l'identique ce savoir-faire, cette marque et ce concept. En contrepartie, il va devoir verser un droit d'entrée. Ça, c'est généralement avec un certain pourcentage
ou même ça peut être forfaitaire, ou du chiffre d'affaires. Alors, si c'est un pourcentage du chiffre d'affaires que le franchisé compte réaliser, voilà, il va y avoir un plan prévisionnel avec des comptes prévisionnels. Et tout au long du contrat, le franchisé va payer une redevance de franchise puisqu'il va bénéficier du savoir-faire qui va être quelquefois actualisé, d'une assistance technique et commerciale de la part de son franchiseur tout au long de l'exécution de son contrat, et puis de la notoriété du marque. Il va y avoir également une redevance souvent publicitaire, puisque le franchisé, on va lui demander aussi de participer à la publicité du réseau. Ici, généralement, c'est de façon locale, puisqu'on est dans une île. Ce qui se passe à Paris, en métropole, voilà, on ne participe pas, les franchisés ici ne participent pas à la publicité nationale, mais participent avec une redevance à la publicité locale de l'enseigne. Alors, pourquoi recourir à ce mode de distribution? Alors, d'abord, pour le franchiseur, c'est très bien puisque s'il vend des produits, ça va lui permettre de s'assurer de débouchés réguliers sans avoir à créer un réseau encore de succursales. Donc, ce n'est pas lui qui va acheter le fonds de commerce, ce n'est pas lui qui va acheter le droit au bail, ce n'est pas lui qui va faire les travaux. Et il va voir, en fin de compte, son réseau se créer et se développer grâce à des commerçants indépendants qui vont prendre le risque de créer leur magasin et puis de l'aménager. Donc, c'est une façon de développer à peu de frais une idée, un concept, un vrai savoir-faire qui a bien fonctionné. Et puis, ça va permettre également aux franchiseurs d'avoir le versement de redevances. Donc, il va pouvoir vendre ses produits. Alors, si ce sont des prestations de services, il va augmenter la notoriété de son réseau, mais surtout, il va toucher des redevances de franchise. Donc, simplement la mise à disposition du savoir-faire et cette assistance technique et commerciale qui est obligatoire tout au long du contrat, ça va être rémunéré et ça va être une source financière importante, qui peut être importante, puisque les redevances vont de 5, ça peut aller de 5% du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à 20% du chiffre d'affaires réalisé par le franchisé. Alors, ça dépend bien entendu de la notoriété de l'enseigne, mais c'est vrai que c'est quelque chose, ça peut être une rente de situation qui peut être intéressante et importante. Mais il n'y a pas que pour le franchiseur que ce réseau, que la mise en place d'un réseau de franchise peut être très intéressante, également pour le franchisé, puisque lorsqu'on est un franchiseur sérieux, on arrive avec une Bible. Donc, une Bible, c'est un gros document, un pavé. Alors, maintenant, c'est numérisé, mais quand j'avais fait ma thèse sur droit et devoir du franchisé, il y avait des grosses Bibles comme ça, où le franchiseur expliquait en long, en large et en travers comment il avait élaboré son concept de magasin et comment il fallait le reproduire. Et c'était quelque chose qui était donné aux franchisés. Et il y avait ensuite une formation avant l'ouverture du magasin pour l'aider à se familiariser avec ces techniques de vente. Alors moi, j'ai beaucoup fait dans la restauration, donc comment faire des recettes, comment faire des sandwichs, comment aller vite. Donc, tout cela était expliqué. Et donc, pour le franchisé, c'est un vrai avantage puisqu'il sait qu'il a un concept qui a fonctionné. Ensuite, pour le franchisé, c'est aussi très bien parce que ça lui permet d'avoir une plus grande compétitivité que s'il était resté isolé, puisqu'il va réduire ses investissements. Il n'a pas besoin de tâtonner, de savoir s'il doit placer ses tables comme ça, ses chaises comme ça, ou vendre ses produits d'une certaine façon. Il n'a plus qu'à reproduire un concept qui est en principe rodé, testé et qui fonctionne. Donc, ça va lui permettre de gagner du temps. Souvent, lorsqu'on est en matière de franchise, mais par rapport à de l'alimentaire, de la distribution alimentaire, parce qu'il y a des supermarchés qui fonctionnent sous forme de franchise, il y a une centrale d'achat. Donc, ça va aussi permettre d'avoir des meilleures conditions d'activité, de meilleurs prix et d'accroître aussi sa compétitivité par rapport aux marges qui vont être réalisées. Et enfin, depuis le début, je vous parle de cette assistance technique et commerciale. Le franchisé, qui n'a peut-être pas d'expérience et qui se lance, qui a envie d'ouvrir un magasin, va pouvoir bénéficier d'une véritable formation. C'est pour ça que l'on trouve très souvent des franchisés qui faisaient totalement autre chose et qui sont dans une phase de reconversion
et qui décide de s'adresser alors à une enseigne nationale pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages que je viens de décrire, avec des comptes prévisionnels qui sont donnés, avec un business plan qui est fait avec le franchiseur, avec une aide du franchiseur également pour le choix de l'emplacement du magasin et un vrai suivi. Et puis également, quand on est à La Réunion et qu'on a un concept qui fonctionne et qu'on a envie de développer et qu'on est sûr de son savoir-faire, c'est également un très bon moyen de dupliquer son magasin avec des accords de partenariat, en aidant le futur franchisé, en lui faisant part de son expérience. Et puis, il y a des partenariats qui se créent avec toujours cette entrée d'argent que sont le droit d'entrée et la redevance. Alors, ce mode de distribution, il faut le mettre en place et il faut faire très attention à une chose, c'est le savoir-faire. C'est-à-dire que maintenant, de moins en moins, parce que les mauvais réseaux ont été élagués depuis longtemps, mais il y a une dizaine d'années, il y avait encore beaucoup de procès de franchisés mécontents de leurs franchiseurs parce qu'ils estimaient que le savoir-faire qui leur avait été promis n'était pas réel, ce n'était pas un vrai savoir-faire. Le savoir-faire, il doit avoir des spécificités. Lorsqu'on ouvre un réseau de franchise, il doit être secret, il ne doit pas être facilement accessible, il doit être identifié dans une Bible ou dans des fiches d'ordinateur. Il doit donc être testé, détaillé, et puis surtout, il doit pouvoir être reproduit. Donc, quand j'ai commencé mon propos, je parlais des succursales et du fait que les franchiseurs qui voulaient mettre en place un réseau de franchise, généralement ouvraient 1 ou 2 magasins, l'exploitaient, leur propre magasin, l'exploitaient pendant une durée d'1 an pour être certain que leur concept fonctionne. Et bien oui, il faut le faire vraiment, puisque si ensuite vous avez un franchisé qui remet en cause votre concept, votre savoir-faire, vous pourrez dire, écoutez, vous, ça ne fonctionne pas, mais moi, je peux justifier que dans mes unités pilotes ou avec un premier franchisé qui a obtenu des conditions bien meilleures parce que voilà, il va tester pour le franchiseur, et bien tout cela a fonctionné. Et donc, si ça ne fonctionne pas avec vous, c'est parce qu'il y a une difficulté. Cette difficulté, c'est vous. C'est vous n'avez pas réussi à reproduire le concept, mon savoir-faire. Et puis, vous dégagez ainsi, en tout cas, vous essayez de dégager ainsi votre responsabilité. Donc, si vous voulez mettre en place un réseau de franchise, je vous recommande encore une fois, et puis c'est une obligation, de tester votre savoir-faire. Comme je l'ai dit aussi, c'est obligatoire, donc mise à disposition d'une marque, ça ok, mais également une assistance technique et commerciale qui va devoir exister tout au long du contrat, tout au long du contrat que vous allez conclure avec le franchisé. Donc, en amont, vous allez faire des formations pour vos franchisés. Pendant l'ouverture du point de vente, vous allez être là. C'est comme ça, 2-3 jours. Vous allez aider votre franchisé à s'installer dans son magasin. Et après, tout au long de l'exécution du contrat, vous allez faire des formations. Vous allez peut-être actualiser votre Bible et puis être présent si votre franchisé rencontre des difficultés. En contrepartie de tout ça, le franchisé va être soumis à un certain nombre d'obligations. J'ai commencé à les détailler. La première des obligations, c'est d'abord de reproduire votre concept à la lettre avec votre savoir-faire. Il doit rendre au consommateur un service identique à celui que vous avez mis en place et il ne peut pas prendre de liberté. Donc ça, c'est la première obligation du franchisé. Deuxième obligation du franchisé, je l'ai dit aussi, c'est de payer un droit d'entrée et une redevance de franchise. Troisième obligation, il ne doit pas vous concurrencer, c'est-à-dire que vous allez exiger de lui que dans son magasin, puisque c'est un concept de magasin et qu'un savoir-faire, il n'a pas de produits qui ne soient pas les vôtres. Alors, même pour les produits accessoires, la seule limite pour les produits accessoires, c'est-à-dire qu'ils ne représentent pas l'activité principale du magasin franchisé, il faut que vous laissiez une toute petite liberté à votre franchisé en lui disant pour vos produits accessoires,
vous allez vous les fournir, vous allez les acheter chez moi ou chez mes fournisseurs agréés, sauf si vous trouvez exactement la même chose, pareil à l'identique, la même qualité, chez vos propres fournisseurs. Donc, vous voyez que la fenêtre de tir est quand même très restreinte pour votre franchisé, et donc vous allez pouvoir vous assurer des débouchés, puisque le principe quand même lorsqu'on a un réseau de franchise avec une franchise de produits, c'est que votre franchisé prend ses produits chez vous. Généralement, mais là ce n'est pas possible, à La Réunion, on permet et on inscrit dans un contrat de franchise une clause d'exclusivité territoriale. C'est-à-dire que quand on est en métropole, eh ben, vous allez dire à votre franchisé qu'il ne va y avoir que lui dans un territoire suffisamment important pour lui permettre d'avoir un magasin compétitif puisqu'il verse une redevance. Et donc, pour lui dire, bah, vous versez tant de redevances, mais il y a un intérêt puisque je vous réserve mon territoire. À La Réunion, c'est impossible. Donc ça, c'est quelque chose qui rend la franchise moins attrayante puisque le franchisé qui va investir a envie généralement d'être le seul au niveau de l'enseigne. Donc, ça, vous n'allez pas pouvoir lui garantir. La seule chose que vous allez pouvoir lui garantir, c'est que, bien entendu, vous n'allez pas mettre un magasin qui va être frontal à lui, qui va être à 2 rues ou dans la même ville, parce que là, il y aurait une concurrence et puis son magasin franchisé perdrait en compétitivité et ça serait beaucoup moins attractif. Par contre, vous ne pouvez absolument pas lui garantir que tous les magasins franchisés de l'île, sous votre enseigne, ben, ça sera lui s'il s'agit de produits qui sont importés. Alors, les inconvénients de ce mode de distribution, eh ben, c'est que votre savoir-faire soit considéré comme pas suffisamment secret, pas suffisamment identifié, et puis n'apportant pas assez d'avantages pour votre franchisé. Et donc, le risque, c'est que vous ayez une action en justice demandant la nullité de votre contrat. Donc ça, c'est problématique parce que quand un contrat est déclaré nul, alors d'abord, il y a des dommages et intérêts à verser au franchisé, mais surtout, vous devez lui rembourser le droit d'entrée, toutes les redevances qu'il a pu verser. Deuxième risque, et ça s'est vu, alors pas à La Réunion, mais ça s'est vu, des franchiseurs qui ont été condamnés au pénal pour escroquerie. C'est-à-dire qu'on est parti du principe qu'ils avaient vendu du vent et ils avaient escroqué les franchisés. Donc, c'est beaucoup plus rare, mais ça existe aussi. Troisième risque, c'est que lorsque vous avez un franchisé personne physique et que vous lui donnez plein de directives, que vous essayez de trop l'aider, c'est-à-dire que vous choisissez le point de vente avec lui, mais vous lui imposez surtout l'endroit, il n'a pas d'autre choix que de prendre le point de vente que vous avez vu et que vous trouvez très bien. Quand vous vous immiscez dans le recrutement de ces salariés, quand vous participez à leur licenciement, lorsque vous tenez sa propre comptabilité, eh ben, il y a un risque de voir requalifier le contrat de franchise en contrat de travail, avec toutes les conséquences que ça peut avoir ensuite. Lorsque le franchisé est une personne morale, eh ben, on va pouvoir, si vous faites tout ce que je viens de dire, on va pouvoir considérer que vous êtes en fin de compte dirigeant de fait de l'entreprise du franchisé. Et si le franchisé tombe en liquidation judiciaire, eh ben, les créanciers vont pouvoir faire une action, alors c'est rare, mais ça peut arriver, une action en comblement de passif en disant, ben, en fin de compte, l'établissement du franchisé, ben, c'était votre établissement. Et moi, je me retrouve avec des dettes et il va falloir combler. Donc ça, ce sont les inconvénients qu'on va retrouver également dans le contrat de concession d'enseigne dont je vais parler. Donc, je ne vais pas vous refaire la liste de ces inconvénients qui est un risque de requalification en contrat de travail et en contrat de société, de dirigeant de fait. Donc là, vous allez faire un contrat de concession d'enseigne. Pourquoi un contrat de concession d'enseigne? Vous n'avez pas un savoir-faire suffisamment important pour faire un contrat de franchise. Donc, vous vous dites, moi, j'ai envie de développer une marque à La Réunion, simplement et avec un approvisionnement exclusif de la part de mon licencié. Et donc, ça va être un contrat très simple où vous allez consentir à votre licencié la marque,
le label de votre réseau et vous allez lui demander de s'approvisionner auprès de vous lorsqu'il s'agit de produits alimentaires. Donc, tout ce qui est inconvénient du savoir-faire, vous n'allez plus l'avoir. Vous allez mettre en place une redevance. Donc ça, c'est une redevance pour la marque, une redevance de licence de marque. Donc ça, c'est intéressant puisque vous allez avoir ces redevances qui vont arriver. Et vous allez également pouvoir bénéficier de débouchés. Les débouchés, c'est le licencié va vendre vos produits et enfin, ça va vous coûter beaucoup moins cher qu'un réseau de succursales puisque ce n'est pas vous qui allez acheter le fonds de commerce, faire les travaux ou le droit au bail. Et enfin, vous n'avez pas besoin de donner, alors vous pouvez le faire, mais vous n'avez pas besoin de donner une assistance technique, commerciale à votre licencié puisque vous n'avez comme seule obligation que de l'approvisionner et de mettre à sa disposition une marque. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un réseau, moi, que je préconise pour lorsque vous n'avez pas de concept, parce que c'est quelque chose qui est simple, qui est facile et qui limite vraiment les risques de nullité du contrat. Il y a donc les inconvénients que je vous ai dit sur le risque de requalification en contrat de travail si votre licencié est une personne physique, le risque de requalification en société s'il s'agit d'une personne morale avec le complément de passif si le licencié tombe en liquidation judiciaire. Et il y a un autre risque aussi que je n'ai pas évoqué pour la franchise, mais que j'avais évoqué pour la distribution sélective, mais ça vaut pour les 3 modes de distribution, c'est que l'interdiction que vous avez d'imposer des prix de revente. Et ça, c'est vrai que si vous tombez sur un licencié indélicat qui a envie de casser les prix et faire une concurrence à tout va, ça peut peut-être dévaloriser l'image de votre marque si en fin de compte, vous avez ce licencié qui casse sans arrêt les prix et fait des remises à tout va. Donc ça, c'est le contrat de concession d'enseigne. Maintenant, et dernier mode de distribution, c'est la commission affiliation. Donc, la commission affiliation, on n'a plus du tout affaire à un revendeur qui va venir acheter vos produits et qui va les revendre. La commission affiliation, c'est un concept très particulier, c'est un peu du dépôt-vente, c'est-à-dire que vous êtes commettant, vous avez des produits que vous souhaitez vendre et vous avez envie quand même d'avoir une maîtrise sur les prix, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir imposer vos prix, je vais vous dire pourquoi, une maîtrise sur les conditions de vente, mais sans avoir à acheter les fonds de commerce, le droit au bail et faire des aménagements. En tous les cas, vous voulez réduire les coûts, développer vos magasins, vous n'avez pas de savoir-faire et surtout, vous souhaitez conserver les stocks et puis avoir une maîtrise totale des prix. Donc, le contrat de commission affiliation, c'est vous êtes un commettant, vous allez trouver un commissionnaire et vous allez lui demander de vendre vos produits qui vont continuer à vous appartenir en son nom. Donc, ça va être sa société qui va les vendre, mais pour votre compte. C'est-à-dire que les produits vont être en dépôt dans son magasin. Donc, ça ne peut pas être pour des prestations de services, hein, c'est que pour des produits. Donc, les produits vont être en dépôt dans son magasin. Des clients vont arriver dans son magasin, il va les vendre, il va encaisser l'argent, donc il va avoir un compte où il va déposer cet argent et il va recevoir ensuite une commission. Il va vous reverser le prix qu'il a pu obtenir en prélevant sa commission. Donc la commission, généralement, c'est 30-35% du prix. Donc, ce qui est très intéressant dans ce mode de fonctionnement, c'est que vous allez pouvoir imposer vos prix puisque les produits restent votre propriété. Donc, vous allez dire à votre commissionnaire, eh ben, pour ces produits, ben, ça va être tant, et il n'y aura pas de discount. C'est moi qui ai la maîtrise de la distribution. Et surtout, le commissionnaire a l'obligation de se conformer à vos prix et à vos conditions de vente et à les suivre strictement puisqu'il a été jugé et rejugé que s'il ne le faisait pas, le contrat de commissionnaire pouvait être résilié à cet ordre exclusif et il pouvait même devoir, s'il baissait les prix de façon abusive, devoir vous rembourser la différence de prix qu'il n'aurait pas facturé à ses clients.
Ce qui est très intéressant également, c'est que si votre commissionnaire se trouve en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire, comme ce sont vos produits, eh bien, vous allez pouvoir les récupérer complètement sans avoir besoin de mettre une clause de réserve de propriété. Et ce sont vos produits, donc vous récupérez vos stocks. Il y a aussi des avantages lorsqu'on est commissionnaire. Donc là, je parlais des avantages de mettre en place ce réseau. Mais quand on est également commissionnaire, il y a beaucoup d'avantages à ce type d'adhérer à ce type de distribution de produits parce qu'il n'y a pas de risque d'invendu. C'est-à-dire les stocks qui sont invendus, eh ben, ça sera pour le commettant et non pas pour le commissionnaire. Le commissionnaire est payé sur ce qu'il a pu vendre, mais en aucun cas, il va se retrouver avec des stocks de produits invendus. Donc, il va les retourner à son commettant et puis ça va lui permettre, s'il y a des difficultés, de limiter la casse et de limiter ses charges. Donc, il y a quand même deux risques par rapport à ce mode de distribution. C'est le risque de requalification si vous donnez des instructions trop précises, mais non pas dans la façon de distribuer les produits, mais dans la gestion au jour le jour du magasin. C'est-à-dire que si vous vous immiscez dans le recrutement des salariés du commissionnaire, si vous trouvez un banquier pour qu'il puisse obtenir son prêt pour acheter son fonds de commerce, si vous tenez sa comptabilité, il y a un risque de voir le contrat être requalifié en contrat de travail. Et le risque est très important. Et ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. C'est-à-dire que si vous choisissez ce mode de distribution, à part les prix imposés de vos produits et peut-être le concept du magasin que vous avez fait, le reste, c'est vraiment le commissionnaire qui s'en charge et qui le fait, parce qu'il y a une jurisprudence pléthore et très importante sur la requalification d'un contrat de commissionnaire en contrat de travail. Même chose. Alors, une limite quand même à ce risque, c'est que dans toute la jurisprudence qui existe, ce risque de requalification du contrat de commissionnaire en contrat de travail, c'est uniquement lorsque le commissionnaire est une personne physique. Et donc, quand j'ai des clients qui viennent me voir et qui souhaitent mettre en place ce type de réseau, ce que je leur indique, c'est de choisir un commissionnaire, ou en tous les cas d'exiger du commissionnaire qu'il soit une personne morale, une société fortement capitalisée. Mais c'est vraiment l'unique risque qu'il y a sur ce mode de distribution. Donc voilà, j'ai terminé mon propos. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci Annie. J'ai pas l'impression, pour le moment, je pense que c'était très très clair. Merci beaucoup. S'il y a des questions, vous pouvez ouvrir vos micros de manière à pouvoir les poser à maître Annie Gaillard-Tissier qui est présente aujourd'hui et qui aura la gentillesse de pouvoir y répondre soit directement, soit peut-être dans le futur, si vous prenez contact avec elle. De toute façon, j'ai toutes ses coordonnées si jamais vous souhaitez la contacter. N'hésitez pas. Voilà. Très intéressant. Merci. Merci, c'était très clair, effectivement, et on sait où aller. Tant mieux. Dans tous les cas, vraiment à tous, je vous souhaite bonne chance dans vos projets parce que monter un réseau de magasins à La Réunion, c'est quelque chose qui fonctionne et je le vois tous les jours. Et il y a beaucoup de personnes qui ont envie de changer de voie. Il y a eu la Covid-19 qui est passée par là. Et quand on a de beaux concepts et puis qu'on a envie de partager son savoir-faire, eh ben, ça peut être vraiment une aubaine. Donc, c'est mon mot de la fin. C'est allez-y. Et puis, si vous avez aussi envie d'ouvrir un magasin avec une enseigne nationale sur La Réunion, vous avez bien vu, il y a beaucoup de choses aussi qui se font comme ça. Et si l'enseigne nationale est sérieuse, ça fonctionne également et ça fonctionne très, très bien. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup pour les informations. Bonne à journée. bientôt.
Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.